Un garçon de 6 ans était assis près de la tombe de sa mère, murmurant « Elle est encore en vie ». Tout le monde pensait que ce n'était que le fruit de l'imagination d'un orphelin en deuil, jusqu'à ce qu'un millionnaire décide d'écouter et découvre une vérité qui laissa tout le monde sans voix. Le vent traversait le cimetière comme une vieille chanson, basse, creuse, pleine de choses qui n'existaient plus. Les branches des arbres claquaient doucement au-dessus de sa tête, laissant tomber des feuilles cassantes sur le chemin. À l'extrémité du terrain, là où les tombes étaient plus anciennes et plus solitaires, un petit garçon était agenouillé devant une pierre trop simple pour tout ce qu'elle représentait. Kevin Dawson avait 6 ans. Sa veste était trop grande de 2 tailles, zippée jusqu'au menton, mais cela n'empêchait pas le vent de s'y glisser. Ses jointures étaient roses de froid, serrant fort une poignée d'herbe humide qu'il avait arrachée sans s'en rendre compte. Il fixait la terre comme si elle l'avait trahi. « Elle n'est pas partie », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Elle est encore là-dessous. Je peux la sentir. » Il n'y avait personne pour lui répondre, seulement le bourdonnement lointain de la circulation et le grincement d'un portail en fer qui s'ouvrait. Au loin, Ethan Langley n'avait eu l'intention que de traverser, un bouquet à la main, un devoir dans le cœur. Il venait chaque année, le même jour, à la même tombe, pour dire à voix haute des choses qu'il n'avait jamais dites de son vivant. Mais aujourd'hui, ses pas ralentirent. Il y avait un garçon, seul, près d'une tombe fraîche, qui parlait à la terre comme si elle l'écoutait. Ethan s'arrêta au bas de la pente. Il n'avait pas voulu s'immiscer. Mais quelque chose chez ce garçon, son immobilité, sa voix, la manière dont il ne pleurait pas bruyamment mais gardait tout en lui comme un secret, l'arrêta. La tombe portait un nom qu'il ne connaissait pas, Claire Dawson. Pas de fleurs, pas de photos, juste une pierre simple et une date vieille de 2 semaines à peine. Il s'approcha. « Salut !» dit-il. Kevin sursauta mais ne s'enfuit pas. Il leva les yeux, les paupières bordées de rouge, ses lèvres bougèrent avant qu'aucun son ne sorte. « Tu sais comment on fait pour savoir si quelqu'un respire encore sous terre ?» Le souffle d'Ethan se coupa. Il s'agenouilla près de lui, le vent tirant sur son manteau. « Non, » dit-il doucement, « mais ce n'est pas une chose qu'un petit garçon devrait avoir à se demander. » La voix de Kevin était basse, mais elle portait une dureté plus vieille que lui. Ils ont menti sur la façon dont elle est morte. Ils ont dit qu'elle s'était endormie au volant. Mais ma maman ne conduisait jamais quand elle était fatiguée, jamais. Et ils ne m'ont pas laissé la voir, pas une seule fois. Ethan regarda la tombe, la terre qui ne semblait pas avoir bien reposé. Qui sont-ils? Kevin hésita, puis, comme s'il récitait par cœur, les gens de l'endroit où elle travaillait, l'homme avec les dents brillantes et la femme qui parle comme si elle souriait toujours, même quand elle est méchante. Ethan le fixa. « Tu te souviens de leur nom ?» Kevin hocha la tête. « Monsieur Grayson et Madame Caldwell. » Ethan cligna des yeux. Walter Grayson. Le nom résonna fort dans sa mémoire. Ethan avait autrefois fait un don au centre pour personnes âgées dirigé par Grayson. De grandes promesses, une grande couverture médiatique. Cela devait être un lieu de dignité. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est encore en vie ?» demanda Ethan. Kevin posa sa paume sur le sol. « Parce que je rêve d'elle, et dans le rêve, elle n'est pas morte. Elle appelle mon nom. » Un instant, aucun des deux ne parla. Le vent se calma. Une feuille atterrit sur la pierre tombale avant de s'envoler. « Moi aussi, je rêvais de ma mère, » dit enfin Ethan. « Elle est morte quand j'avais ton âge. » Kevin se tourna vers lui, les yeux grands ouverts. « Tu as déjà eu l'impression que personne ne te croyait? » « Tout le temps. » Ils restèrent là un long moment, 2 étrangers liés par le chagrin et un silence que personne d'autre n'aurait supporté. Puis Kevin dit très doucement, « Si quelqu'un l'a mise ici juste pour la faire disparaître, est-ce que c'est comme un meurtre ?» Ethan regarda le garçon, le regarda vraiment. Et dans le visage de Kevin, il vit quelque chose d'étrangement familier. Pas seulement de la peine, mais de l'injustice. Un enfant portant un poids qui appartenait aux adultes qui l'avaient trahi. « Oui, » dit Ethan. « Et si c'est ce qui s'est passé, quelqu'un doit le savoir. » La voix de Kevin est à peine audible. « Alors déterrez-la, s'il vous plaît. Quelqu'un doit vérifier. » Un coup de vent se leva. Ethan se leva, incertain de ce qu'il devait dire,
incertain de la raison pour laquelle ses mains tremblaient. Il regarda encore la tombe, puis le garçon dont tout l'univers avait été enseveli trop tôt. Derrière eux, une vieille dame s'approcha. Martha Jenkins, qui s'occupait des fleurs du cimetière. Elle portait un arrosoir et un regard qui disait qu'elle en avait trop vu au fil des années. Elle fit un léger signe de tête à Ethan, puis regarda Kevin. « Il vient ici tous les jours, dit-elle. Il reste toujours silencieux. Il dit toujours la même chose. Ma maman n'est pas morte comme il faut. » Ethan hocha lentement la tête, la gorge serrée. Il pourrait avoir raison. Et pour la première fois depuis bien longtemps, quelque chose se fendit dans le cœur d'Ethan Langley. Non par chagrin, mais par reconnaissance. Le passé avait une façon de se répéter. D'autres enfants, d'autres jours, d'autres tombes. Mais cette fois, il ne partirait pas. Ethan Langley ne parlait pas de son passé. Pas dans les interviews, pas dans les discours de gala, pas même dans le silence élégant de son pentouse surplombant la baie. Les gens pensaient que son caractère réservé venait d'un certain raffinement. En vérité, cela venait de sa mémoire. Certaines portes, quand elles restent fermées trop longtemps, s'ouvrent en grinçant sous le poids des fantômes. Il était millionnaire selon tous les critères publics, fondateur d'une entreprise technologique prospère, investisseur stratégique et philanthrope, dont le nom était gravé dans le marbre de plus d'un hôpital pour enfants. Mais la partie d'Ethan qui n'avait jamais changé, celle qu'il cachait, c'était ce garçon qui s'était un jour assis sur un banc en métal devant un foyer d'accueil du comté, attendant une mère qui n'était jamais revenue. Ce jour-là, il pleuvait aussi. Il n'avait pas eu l'intention de visiter le cimetière pour autre chose que son devoir. Un bouquet, une prière, un retour silencieux à sa voiture. Mais quelque chose dans la voix du garçon, ce désespoir façonné comme de l'espoir, avait suivi Ethan jusque chez lui et était resté avec lui pendant le dîner, pendant le bruit étouffé de sa télévision, pendant la longue nuit d'insomnie. Tu sais comment on fait pour savoir si quelqu'un respire encore sous terre? Cette question n'aurait jamais dû venir d'un enfant. Et pourtant, Ethan s'était posé une version de cette question chaque année depuis qu'il avait 7 ans. Il se souvenait d'être assis dans ce foyer, dans l'Ohio rural, serrant un dessin au crayon de sa mère dans une robe jaune, celle qu'elle portait la dernière fois qu'elle l'avait bordée. Il ne savait pas qu'elle était malade. Personne ne le lui avait dit avant qu'il ne soit trop tard. Pas de funérailles, pas de tombe, juste un dossier de sortie et un nouveau nom de famille à la fin de la semaine. Certains gosses, avait dit froidement sa première assistante sociale, s'accrochent à l'idée que les gens leur doivent quelque chose. Il vaut mieux qu'ils apprennent tôt que ce n'est pas vrai. Il s'était accroché, puis il avait passé les 3 décennies suivantes à lui prouver le contraire. Le lendemain matin, Ethan était assis à la fenêtre de son bureau. La lumière du soleil baignait le parquet. Il n'avait pas touché à son café. Son téléphone s'était allumé 2 fois avec des messages d'un membre du conseil et d'une mondaine. Il avait ignoré les 2. À la place, il avait ouvert son ordinateur portable et tapé 2 mots. Claire Dawson. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Un avis de décès standard, peut-être un rapport médical. Mais ce qu'il trouva était presque rien. Un bref article type. Une infirmière locale meurt dans un accident, laissant derrière elle un fils. Pas de photos, pas de détails sur les obsèques, pas de cagnotte, juste un nom enterré comme la femme elle-même. Il se renversa dans son fauteuil. Quelque chose clochait. Cet après-midi-là, il se rendit à l'adresse que le garçon lui avait donnée. L'endroit ressemblait davantage à une église reconvertie qu'à un établissement public. La peinture blanche s'écaillait, un portique sans balançoire grinçait doucement. À travers une étroite fenêtre du sous-sol, il aperçut Kevin, assis par terre, les mains sur les genoux, les lèvres remuant silencieusement. Il priait peut-être, ou bien il attendait. Ethan avait fait la même chose à cet âge. À l'intérieur, la femme de l'accueil arborait un sourire fatigué et mâchait son chewing-gum avec indifférence. Quand Ethan lui demanda des nouvelles de Claire, son ton changea brusquement, comme un rideau tiré. Elle était des nôtres, vraiment gentille, vraiment tragique. Elle s'est endormie au volant ou quelque chose comme ça. Les enfants ne comprennent pas toujours, vous savez. Ils cherchent quelqu'un à blâmer. Vous la connaissiez personnellement ? Demanda Ethan. Les yeux de la femme vacillèrent. Pas vraiment.
Elle était discrète. Mais bon, certaines personnes finissent par craquer. Ethan la remercia et s'en alla, mais les mots s'accrochèrent à lui. Certaines personnes finissent par craquer. C'était le genre de phrase que l'on prononce pour se réconcilier avec ce qui est laid, pour lisser les arêtes inconfortables de la culpabilité et de la complicité. Cela sonnait raisonnable, cela sonnait comme un refrain bien rodé. Et cela lui glaça la peau. Ce soir-là, Ethan appela une amie, Tina Morales. Elle avait d'autrefois été bénévole pour sa fondation et travaillait désormais à temps partiel comme infirmière en soins palliatifs. Quand il mentionna Claire Dawson, il y eut un silence. Elle travaillait au centre Rose Hill, n'est-ce pas? Oui. Elle n'était pas censée mourir. Ethan se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Tina était basse. Elle m'a appelé la semaine précédente. Elle disait que quelque chose n'allait pas, que certains des anciens patients mouraient trop vite. Elle disait qu'elle avait des noms, des documents, quelque chose qu'elle allait signaler. Et puis elle a disparu. Tu en as parlé à quelqu'un? À qui voulais-tu que je le dise? Walter Grayson contrôle la moitié de cette ville. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Que Claire avait des problèmes de santé mentale, qu'elle était instable. Mais ce n'est pas vrai, elle était juste honnête. Ethan se tut longuement, puis enfin, « Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tuer une femme comme elle ?» La réponse de Tina fusa. « La vérité. C'est ça qui tue les gens, Ethan. Le genre de vérité qu'on ne peut ni acheter ni enterrer. » Ce soir-là, il marcha le long de la côte. La marée était basse, le vent mordant et chargé de sel. Il pensa à sa mère, dont le nom ne figurait même pas sur une pierre tombale, à Kevin, agenouillé dans la terre, à Claire Dawson, effacée sans un bruit. Il avait passé sa vie à construire des choses, des applications, des entreprises, des héritages. Mais là, debout seul sous un ciel vide, Ethan comprit quelque chose qu'il n'avait pas dit à voix haute depuis des décennies. « Je ne suis jamais parti, » murmura-t-il. « Pas vraiment. » Le garçon de la famille d'accueil, le garçon sur le banc, vivait encore quelque part en lui, attendant que quelqu'un dise enfin la vérité. Ethan contempla la mer et resserra son manteau. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qu'il devait faire. Le lendemain, il se posta devant l'orphelinat, le col de son manteau relevé contre le vent. Il observa un groupe d'enfants passer la grille, un accompagnateur les suivant de près. Le bâtiment lui-même semblait las. Peinture écaillée autour des fenêtres, rampe du porche affaissée, odeur persistante de pâte bouillie et de produits ménagers, perceptible même de l'extérieur. Kevin était parmi eux. Ethan reconnut sa démarche, ce pas lent et prudent que les enfants prennent quand ils ont appris à ne plus espérer trop vite. Il attendit que le groupe s'éloigne, puis les suivit à distance. Le parc était calme. Les feuilles commençaient à jaunir. Certaines tombaient déjà, comme de vieux secrets arrachés aux arbres. La plupart des enfants coururent vers les balançoires ou les barres de singes, mais pas Kevin. Il se dirigea vers le bord, s'assit sous un orme et se mit à dessiner dans la terre avec un bâton. Ethan s'approcha doucement, incertain de ce qu'il allait dire. Il y avait des règles, des limites. Mais au fond de lui, une voix longtemps enfouie lui souffla que ce moment n'avait rien d'ordinaire. C'était un tournant, une fenêtre, et les fenêtres ne restent pas ouvertes pour toujours. « Salut », dit-il doucement en s'agenouillant à quelques pas. « Tu te souviens de moi ?» Kevin leva les yeux un instant. Son visage s'éclaira de reconnaissance, puis se referma, méfiant. « Je n'ai rien dit à personne, dit-il, comme tu l'avais demandé. » Ethan esquissa un léger sourire. « Tu n'étais pas obligé. Je suis revenu parce que je le voulais. » Kevin baissa à nouveau les yeux vers la terre. La plupart des gens ne reviennent pas. Les mots restèrent là, sobres, évidents, trop lourds pour une bouche d'enfant. Ethan laissa le silence s'étirer avant de répondre. « Je pensais la même chose à ton âge. J'attendais quelqu'un qui n'est jamais venu. » Kevin le regarda, les sourcils froncés. « Ta maman ?» Ethan hocha la tête. « Elle est tombée malade. Personne ne me l'a dit avant qu'elle parte. Pas de revoir, juste partie. Et tout le monde attendait de moi que ça aille. Mais ça n'allait pas. » Kevin cligna lentement des yeux, comme si la pensée était trop grande pour son cœur. « Ils ont dit que ma maman s'était écrasée contre un arbre, dit-il. Mais elle n'aurait pas fait ça. Elle était prudente. Elle n'aimait même pas conduire la nuit. »
Ils t'ont laissé la voir? Demanda doucement Ethan. Kevin secoua la tête. Ils ont dit que c'était mieux comme ça. Ethan soupira par le nez. Mieux pour qui? Kevin ne répondit pas, mais ses doigts se crispèrent sur le bâton. Elle me chantait des chansons avant de dormir, dit-il dans un souffle. Elle avait une cicatrice en forme de croissant sur le poignet. Je la suivais du doigt jusqu'à m'endormir. Ethan déglutit péniblement. Parfois, les gens oublient que les vraies vies ont ces détails-là. Quels détails? Demanda Kevin. Les chansons avant de dormir, les cicatrices en forme de lune, la manière dont quelqu'un enlève toujours les croûtes de ton pain grillé, des choses réelles, pas juste ce qu'ils écrivent dans les rapports. Kevin le fixa longuement. Tu crois qu'elle est toujours là-dessous? La question était si nue qu'elle faisait mal. Ethan hésita. Je crois que quelque chose ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas, on ne s'en va pas. On pose des questions. Il n'aime pas les questions, dit Kevin. Ethan hocha la tête. Il ne les aimait pas non plus quand j'étais petit. Mais les poser, c'est parfois la chose la plus courageuse à faire. Kevin regarda encore la terre. J'ai un dessin. Tu veux voir? Il sortit de son manteau une feuille froissée. Dessus, un croquis maladroit mais parlant. Un visage de femme aux cheveux longs. Un collier avec un petit cercle. Un garçon à ses côtés avec des étoiles dans les yeux. C'était la veille, dit Kevin. Elle m'a bordé et m'a dit qu'on se verrait après son travail. Ce fut la dernière fois. La voix d'Ethan se fit épaisse. Elle a l'air de quelqu'un qui n'a pas pu dire au revoir. Kevin acquiesça. C'est ça le pire. Ils restèrent là, silencieux, le vent soulevant les feuilles à leurs pieds. Puis une voix appela depuis l'autre bout du parc. « Kevin, on y va !» C'était l'accompagnateur, las, impatient. Kevin se leva à contre-cœur, remit le dessin dans son manteau. « Je dois y aller, merci d'être venu. » Ethan se leva aussi. Il sortit un petit carnet et un stylo, écrivit quelque chose et déchira la feuille. « Mon numéro, si tu as besoin de parler, ou si tu te souviens de quelque chose, n'importe quoi. » Kevin prit le papier des deux mains, comme si c'était fragile. Il fit quelques pas, puis se retourna. « Monsieur Langley, oui, vous êtes le premier qui a l'air de me croire. » Ethan ne dit rien. Il hocha seulement la tête, une fois, ferme et sûre. Quand Kevin disparut de sa vue, il alla lentement s'asseoir sur un banc voisin. Il leva les yeux vers le ciel au-dessus des arbres. Les nuages s'écartaient, laissant passer de petites fentes de lumière. Dans une autre vie, quelqu'un aurait peut-être dit à Kevin d'oublier, de passer à autre chose. Mais Ethan savait mieux. Oublier ne guérit pas. Cela ne fait qu'enterrer la douleur plus profondément. Il fallait la nommer, l'affronter, parfois même la déterrer. Et alors que le soleil filtrait à travers les branches, Ethan fit une promesse silencieuse. Au garçon, à la femme à la cicatrice en forme de croissant, et à la part de lui-même qui n'avait jamais vraiment cessé d'attendre. Cette fois, quelqu'un reviendrait avant qu'elle ne devienne un simple murmure dans la terre. Claire Dawson était une flamme discrète, constante, vigilante, trop modeste pour se dire courageuse. Elle travaillait de nuit au centre Rose Hill, nichée derrière une colline bordée d'une clôture blanche à la lisière de la ville. Le personnel la disait fiable. Les patients l'appelaient « lever de soleil », bien qu'elle arrive bien après le crépuscule. Elle avait des mains douces, connaissait le prénom des enfants de chaque aide-soignant, apportait des muffins à la cannelle le vendredi, car un des vétérans ne pouvait dormir sans cette odeur. Elle ne se plaignait pas, ne colportait pas de ragots, et c'est peut-être pourquoi son absence fut si facilement réécrite. Les lumières du couloir clignotaient toujours près de la chambre 12B. Claire avait plaisanté une fois, à voix basse, que c'était le battement de cœur du bâtiment. Mais elle ne souriait pas le soir où elle ouvrit le dossier de Madame Tomlin et vit son nom marqué DNR sans aucune autorisation de la famille. Claire avait passé la matinée avec elle. Madame Tomlin avait mangé 3 fraises, lui avait parlé du bateau de pêche de son défunt mari. Elle n'était pas mourante. Elle avait des projets, voulait encore admirer les feuilles d'automne. Mais le soir venu, elle était partie. Le rapport disait qu'elle s'était étouffée dans son sommeil. Claire resta près du lit vide plus longtemps qu'il n'était nécessaire, fixant les draps bordés comme s'ils allaient lui dire la vérité. Plus tard, dans la salle de pause, elle parla à Tina,
leur voix étouffée sous le bourdonnement du néon. « Je te jure, dit Claire, les doigts tremblants sur un gobelet en polystyrène. Elle n'était pas prête. Quelque chose cloche ici, Tina. 3 patients en une semaine passés de stable à mort, tous marqués DNR. Aucun appel à la famille, aucun examen. » Les yeux de Tina s'agrandirent. « Claire, fais attention. » Claire leva les yeux. Sa voix n'était pas en colère, juste lasse et triste. La prudence n'a pas aidé Madame Tomlin. Tina se pencha. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Claire sortit un cahier usé de son sac, des pages couvertes de notes manuscrites, de dates, d'initiales. « Je note tout. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais je saurai. » On frappa à la porte. Un homme grand, au sourire poli, entra sans attendre. Walter Grayson, son costume gris fumé, son haleine à peine teintée de menthe et d'autorité. « Mesdames, dit-il d'une voix lisse, on brûle la chandelle par les 2 bouts. » Claire se raidit. Tina sourit faiblement. On finit les rapports. Walter jeta un œil au cahier sur les genoux de Claire. Un éclair de méfiance traversa ses yeux avant que son charme ne reprenne le dessus. « J'ai toujours admiré le dévouement. C'est rare de nos jours. Mais la loyauté, c'est encore plus rare. » Il la regarda droit dans les yeux. « Il y a une délicatesse dans notre travail ici. Les gens ne viennent pas à Rose Hill pour vivre éternellement. Ils viennent pour partir en douceur, tranquillement. Parfois, nous devons aider ce passage avec compassion, discrétion. Vous comprenez cela, n'est-ce pas, Claire ?» Elle serra la mâchoire. « Je comprends que les soins doivent être honnêtes. » Walter sourit sans chaleur. « L'honnêteté est subjective. Le confort, en revanche, est un bien universel. Souvenons-nous de ce qui compte. » Il partit, laissant un silence épais de choses tues. Claire rangea son cahier. « Je vais en faire une copie, chuchota-t-elle. Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un sache. » Tina hésita. « Tu crois qu'il… » Claire ne répondit pas. Ce week-end-là, elle et Kevin passèrent leur samedi à faire du pain à la banane. Ils se tenaient sur un tabouret, laissant tomber des pépites de chocolat dans la pâte comme de petits vœux. « Maman, pourquoi t'as pas plus d'amis ?» Elle rit. « Quelle drôle de question. Je demande juste. » Elle lui essuya la farine sur la joue. « Certains préfèrent le calme, mais j'ai toi et ça me suffit. » Il marqua une pause. « T'es pas triste, hein ?» Elle le regarda vraiment. Quelque chose vacilla dans son expression. « Non, mon chéri, je suis juste fatiguée de grande. Mais je suis heureuse avec toi. » Il posa sa tête contre son épaule. « Je serai avec toi pour toujours. » Et Claire, qui avait noté le nom d'un journaliste dans un carnet désormais dans son sac, ferma les yeux un peu plus longtemps que d'habitude. Le lundi, il pleuvait. Claire ne prit pas sa voiture ce soir-là. Elle partit à pied. Ses clés étaient encore dans sa poche quand on la trouva le lendemain. Le personnel apprit qu'il y avait eu un tragique accident. « Elle s'est endormie au volant », déclara solennellement Walter au briefing. « Ces choses arrivent. Ne nous attardons pas. » Tina resta figée sur sa chaise. Il n'y eut ni mémorial, ni photo sur le panneau d'affichage, ni fleurs dans le couloir. Juste un avis sur le planning. Ses gardes avaient été réaffectés. Et lorsque Kevin demanda à la voir, l'orphelinat fut informé qu'elle n'avait aucun parent proche. Les semaines passèrent. Tina tenta de récupérer les affaires de Claire, mais le personnel affirma qu'il ne restait rien. Ni sac, ni carnet, ni effet personnel. Ils ont dû être récupérés par le médecin légiste, dit une employée en mâchant son chewing-gum, ou bien par le comté, qui sait. Ce soir-là, Tina rentra chez elle et pleura dans sa cuisine. Quelque part, au fond de son esprit, la voix de Claire résonnait. « S'il m'arrive quelque chose, je veux que quelqu'un le sache. » Elle se servit une tasse de thé, s'assit et commença à écrire tout ce dont elle se souvenait. Ce carnet se trouvait désormais dans le tiroir de sa commode, intact depuis des semaines, jusqu'à ce soir où le téléphone sonna. « Salut Tina, c'est Ethan Langley. On s'est rencontrés une fois, il y a des années. » Il y avait quelque chose dans sa voix, mesuré, lourd. « J'ai besoin de te poser des questions sur Claire Dawson. » Les mains de Tina tremblaient. « Elle a été assassinée, dit-elle doucement. Personne ne veut le dire, mais c'est ce qui s'est passé et je crois que tu le sais déjà. » Un silence. « J'ai besoin de ce carnet, dit Ethan. » Un autre silence, puis un seul mot. « Oui. » Tout le monde à Rose Hill ne savait pas, mais certains savaient. Et certains, peut-être les pires, avaient presque su.
Il y avait Pamela Reed, qui vivait à côté de chez Claire et apportait parfois de la soupe en boîte quand Kevin était malade. Elle travaillait aussi la nuit au bureau de poste, gardait ses rideaux fermés et ses paroles encore plus. La nuit où Claire disparut, Pamela entendit des cris, pas forts, maîtrisés, précis, comme un avertissement murmuré entre des dents serrées. Elle regarda par le judas, mais n'ouvrit jamais la porte. Plus tard, quand quelqu'un lui demanda si elle avait vu quelque chose d'étrange ce soir-là, Pamela haussa simplement les épaules. Ça ne me semblait pas être mon affaire. C'était ainsi, pièce après pièce, cœur après cœur. Chacun avait une raison de se taire. Eric Tully, le gardien de nuit de Rose Hill, avait été ambulancier. Il buvait trop maintenant et était en litige avec la ville pour sa pension, ce qui l'avait rendu amer. Il se souvenait de Claire, l'appréciait. Elle était gentille. Mais il se souvenait aussi d'un chèque, gros, à l'air officiel, arrivé le lendemain de sa disparition. Il portait la mention « Transition vers retraite anticipée ». Il l'encassa et chaque matin après cela, il se rasait en refusant de croiser son propre regard dans le miroir. Mais tous ne s'étaient pas enfermés dans le silence. Ce fut l'agent James Rowe qui entr'ouvrit la porte. Il était nouveau dans le service, 30 ans, honnête, peut-être trop honnête. Il appelait encore sa mère chaque dimanche, croyait encore obstinément que certaines limites ne devaient pas être franchies. Quand Ethan Langley se présenta au commissariat pour demander l'accès à un ancien certificat de décès, James ne se moqua pas de lui. Il écouta, il lut, puis il fronça les sourcils. Cause du décès, accident de la route. Aucun témoin, aucune photo, aucun rapport du médecin légiste. Il tapa 2 fois sur le dossier, puis s'appuya contre le dossier de sa chaise. Ça a été expédié. Ethan était assis en face de lui, silencieux, impassible. « Je n'ai pas l'autorisation de rouvrir ça, » dit James. « Pas officiellement, mais je peux te dire qui a validé le dossier. » Il tendit à Ethan un bout de papier. Carl Newman, médecin légiste du comté. Ethan hocha la tête, glissant le nom dans son portefeuille. James hésita. « Je ne peux pas te promettre la justice, mais je peux t'aider à chercher. » Ils commencèrent avec la fleuriste. Martha Jenkins vendait des fleurs devant Rose Hill depuis 20 ans. Son stand était petit, en bois, à la peinture passée, et il flottait une légère odeur de lavande mêlée à celle de la terre. Elle vivait seule désormais, dans une maison remplie de vieilles photos et vide de toute voix pour discuter. Quand Ethan la trouva, elle taillait les tiges d'œillets roses. Ses doigts bougeaient lentement, comme ceux de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à être prudent avec les choses fragiles. « Je me souviens de Claire, dit-elle. Elle achetait des lits blancs pour ses patients, à ses frais. Elle disait que les fleurs étaient comme des berceuses pour les mourants. » Ethan hocha la tête. « Vous vous souvenez de la nuit où elle a disparu ?» Les mains de Martha s'immobilisèrent, puis elle reprit lentement ses cisailles. Elle est venue tard, a acheté un bouquet, a dit qu'elle allait voir quelqu'un qui était resté seul trop longtemps. Qui ? Elle ne le dit pas. Mais ses yeux étaient différents, comme si elle avait déjà fait ses adieux à quelque chose. Elle marqua une pause, ajouta « Ils ont retrouvé le bouquet dans une benne à ordures le lendemain matin, intact. » Ce soir-là, chez lui, Ethan étala tout ce qu'ils avaient recueilli. Le carnet de Claire, le témoignage de Tina, les irrégularités du certificat de décès, le chèque reçu par Tully que Tina avait photographié en secret, et maintenant le souvenir de Martha. Mais il manquait encore quelque chose, le point de bascule, l'instant où le silence était devenu complicité. Cela vint, comme souvent, de quelqu'un d'inattendu. Maria Grayson n'ouvrait habituellement pas le courrier, mais ce matin-là, Walter avait été négligent, et l'enveloppe, banale, sans marque, était tombée de sa mallette. Elle faillit ne pas la lire, mais le nom Claire Dawson était écrit au stylo bille en haut du mémo interne, et ce nom tira sur elle comme un accroc dans un tissu. Le mémo était bref. Statut DNR traité, aucun contact familial nécessaire, action finale validée. Il était daté de 2 jours avant la mort de Claire. Maria était mariée à Walter depuis 22 ans. Elle l'avait rencontré à la faculté de droit. Elle connaissait son sourire quand il mentait, savait comment sa voix devenait plus calme, plus froide, quand il nettoyait un désordre. Elle se souvenait aussi de Claire, l'infirmière au regard timide et aux mains sûres, celle qui apportait des couvertures supplémentaires à sa mère mourante à Rose Hill.
Cette nuit-là, Maria ne dormit pas. Elle s'assit sur le bord du lit d'Amy et contempla le document jusqu'à ce que le lever du soleil le teinte d'or. Elle ne dit rien à Walter. Pas encore. À la place, elle appela Tina Morales. « Il faut que je rencontre quelqu'un, dit-elle. Quelqu'un qui croit que Claire n'a pas simplement disparu. » Ethan rencontra Maria 2 jours plus tard dans l'alcôve d'un café qui sentait la cannelle et la trahison silencieuse. Elle était posée, mais sa voix trembla une fois. « Je ne voulais pas croire qu'il en était capable, dit-elle. Mais je pense qu'il l'a toujours été. Je ne voulais juste pas le voir. » Elle tendit le mémo, ses yeux brillants mais secs. « Je ne peux pas effacer ce qui a été fait. Mais si cela peut aider ce petit garçon à connaître la vérité, alors prends-le. » Elle se leva pour partir, puis se retourna. « Tu sais ce que Claire a dit à ma mère le dernier jour où elle était en vie ?» Ethan secoua la tête. Elle a dit « Tu n'as plus à avoir peur, je resterai. » C'était ce genre de personne, même quand elle savait qu'elle était entourée de loups. Ce soir-là, Ethan s'assit avec Kevin dans le parc. Le garçon s'était dessiné des étoiles sur les mains au stylo bleu. « Ça m'aide à me sentir proche d'elle, » dit-il. « Je crois qu'elle est fière de toi, » répondit Ethan. Kevin leva les yeux. « Pourquoi ? » « Parce que tu as dit la vérité, et la vérité est forte, même quand elle est chuchotée. » Kevin pencha la tête. « On gagne ?» Ethan sourit faiblement. « On commence à être entendu. » La salle de bal sentait légèrement l'argent et les roses, arrangés dans de hauts vases en verre qui ornaient chaque table couverte de linge blanc. Des guirlandes de lumière scintillaient au-dessus des invités comme un mensonge bien poli. C'était un gala de charité pour les soins aux personnes âgées, organisé par la fondation Rose Hill, et Walter Grayson en était le conférencier principal. Ethan Langley ne voulait pas être là. Son costume taillé sur mesure lui allait comme une armure. Son sourire, quand il venait, était fragile. Il se déplaçait parmi les donateurs et les membres du conseil avec plus que des papiers dans la poche intérieure de son manteau. Il portait désormais la vérité de Claire et elle pesait sur sa peau comme une chaleur insoutenable. Walter se tenait près de la scène, un verre de vin à la main, sa voix chaude tandis qu'il séduisait la femme d'un juge local. Il riait, doux et calculé, comme s'il n'avait jamais entendu le nom de Claire Dawson de sa vie. Ethan approcha lentement. Il n'interrompit pas, attendit que Walter se retourne et le voie. Il y eut un éclair de reconnaissance, d'agacement, de calcul, puis le masque revint. « Monsieur Langley, dit Walter en tendant la main. « Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. » Ethan la serra brièvement. « Moi non plus. » Walter désigna une table près du devant. « Joignez-vous à moi. Je crois que nous avons plus en commun que vous ne le pensez. » Ils s'assirent, le murmure des violons montant derrière eux. Walter se pencha. « Vous êtes un homme qui comprend le levier, dit-il. Vous avez bâti des empires à partir de rien. Vous savez ce qu'il faut pour s'élever. Ce n'est pas la pureté, c'est le pragmatisme. » Ethan ne cilla pas. « C'est ça qui est arrivé à Claire. Le pragmatisme ?» Walter sourit finement. « Des tragédies arrivent, les gens se surmènent, ignorent leurs limites. Elle était instable vers la fin, erratique. Vous avez vu les dossiers. » « J'ai vu des certificats de décès falsifiés, dit Ethan, et un DNR traité sans consentement familial, 2 jours avant sa mort. » Walter fit tournoyer son vin. « Comme vous êtes dramatique, vous avez parlé aux mauvaises personnes. »« J'ai parlé aux personnes réduites au silence, » répliqua Ethan. « Tina, Maria, même une fleuriste se souvient de plus que ce que vous voudriez. » Walter ricana. « La mémoire est fragile, les gens voient ce qu'ils ont besoin de voir. »« Non, » répondit Ethan. Les gens voient ce qu'on leur dit de ne pas voir, mais ils se souviennent quand on leur a demandé d'oublier. Un silence. La table sembla rétrécir entre eux. Les yeux de Walter se durcirent. « Vous ne voulez pas vous faire un ennemi de moi. » Ethan croisa les mains. « Vous l'avez déjà fait quand vous avez enterré une mère avant que son fils ait pu lui dire au revoir. » Walter s'appuya, l'étudiant. « Vous voulez être un héros, très bien, mais comprenez ce qui arrive ensuite. Si vous insistez, vous brûlerez plus que mon nom. Vous entraînerez toute la fondation, des centaines d'emplois, des vies, les programmes mêmes que vous avez autrefois financés. » « Je ne suis pas là pour sauver une institution, dit Ethan doucement.
Je suis là pour un petit garçon qui pense que sa mère l'appelle encore depuis sous terre. » Walter souffla. « Épargnez-moi votre poésie. » Ethan se leva. « Vous ne la méritez pas. » Il tourna les talons, puis s'arrêta. « Une dernière chose, dit-il sans se retourner. Je n'ai pas besoin de vous détruire. La vérité s'en chargera. » Ethan se tenait à côté de l'officier James Rowe, une planchette dans la main, ses bottes ancrées dans la terre, à quelques mètres seulement de la tombe de Claire. Le vent était tombé, comme si même la nature retenait son souffle. James vérifia les papiers une dernière fois, puis hocha la tête. « C'est ici, dit-il simplement. » Les ouvriers commencèrent à creuser, leurs mouvements méthodiques, précis, brisant le silence à chaque pelletée. Ethan sentit son cœur battre au rythme des coups de pelle, lourds, inexorables. À mesure que la terre s'éloignait, un parfum de racines brisées et de secrets longtemps enfouis monta dans l'air. Personne ne parla. Même les corneilles, perchées non loin, observaient en silence. Enfin, le cercueil apparut, ses planches ternies par le temps, marquées par l'humidité et le poids des années. James fit signe aux hommes de s'arrêter. « Attendez, » murmura-t-il. Ethan s'agenouilla, sa main tremblante se posant sur le bois. C'était pour cela qu'il était venu, pour ce moment où le mensonge céderait enfin la place à la vérité. Le médecin légiste, un homme austère aux lunettes épaisses, s'approcha. « Nous procéderons avec soin, » assura-t-il. Ethan se leva lentement, les yeux rivés sur ce qui, il l'espérait, apporterait des réponses. Il pensa à Kevin, au carnet de croquis, aux étoiles tracées au stylo bleu. Il pensa à Maria, à sa peur devenue courage, et à Tina, qui avait refusé d'oublier. Chaque visage, chaque voix résonnait en lui comme un écho de ce qu'ils avaient perdu, de ce qu'ils tentaient de retrouver. Alors que le cercueil était soulevé, Ethan sentit le poids invisible de toutes ces années de silence se dissiper, un peu seulement, mais suffisamment pour lui permettre de respirer. Le soleil perça enfin à travers les nuages, un rayon timide éclairant la scène. James posa une main sur son épaule. « C'est un début, dit-il doucement. » Ethan hocha la tête, incapable de répondre, les mots noyés dans l'émotion. La vérité était là, sous leurs yeux désormais, prête à être dévoilée, morceau par morceau, jusqu'à ce que le dernier secret soit mis en lumière. Au même endroit où un petit garçon avait jadis murmuré à la terre, « Elle est toujours là-dessous », ils écoutaient encore aujourd'hui. Il avait fallu des semaines, des autorisations, des financements privés et un juge discret qui devait un service à Maria Grayson. Même alors, tout s'était fait presque à voix basse. Pas de presse, pas de foule, juste 5 personnes qui comprenaient ce que cela signifiait de déranger les morts afin d'offrir la paix aux vivants. L'équipe médico-légale était dirigée par la docteure Helena Bishop, une femme d'une 60aine d'années, qui portait ses cheveux gris tressés dans son dos et parlait comme quelqu'un qui avait passé sa vie à regarder les autres mentir. Elle examina la tombe, puis regarda Ethan. « Je la traiterai avec douceur. »« Merci, » dit Ethan, sa voix rauque. Les fouilles commencèrent lentement, la première couche de terre enlevée par petites pelletées prudentes. Ethan ne pouvait se résoudre à regarder directement. À la place, il observait le vent dans les arbres, écoutait le rythme doux des pelles. Kevin n'était pas là. La veille au soir, Ethan lui avait demandé s'il voulait venir. Kevin avait secoué la tête. « Je sais déjà qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de les voir le prouver. » Alors Ethan restait à sa place, à mi-chemin du processus. La docteure Bishop s'agenouilla près de la tombe et fit glisser sa main avec précaution le long du bord du revêtement intérieur du cercueil. Elle fronça les sourcils. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Rowe. Elle ne répondit pas tout de suite, puis murmura « Il y a une fissure dans la fibre de verre, horizontale, pas du haut temps. » Ethan s'approcha. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle leva les yeux. Cela signifie que quelque chose a poussé vers l'extérieur depuis l'intérieur. Le silence tomba, telle la poussière. La docteure Bishop écarta doucement les débris du couvercle. D'autres détails apparurent. Des marques de griffures le long de la doublure intérieure, 2 ongles cassés incrustés dans le mastic. Ethan sentit son estomac se nouer. La docteure Bishop expira, sa voix à peine un souffle. Elle n'était pas endormie quand ils l'ont mise là. James semblait livide. La cause du décès, sur le certificat, c'était un traumatisme dû à un accident de voiture. Il n'y a aucune preuve de traumatisme contondant,
dit Bishop. Aucun os cassé, juste des signes d'hypoxie et de panique. Ethan fixa le cercueil. Elle s'est réveillée, murmura-t-il. Bishop acquiesça légèrement, et personne n'avait entendu. Ethan ajouta, encore plus bas, personne n'écoutait. Il recula, puis tomba à un genou au bord de la tombe. Longtemps, il ne dit rien. Ses yeux restaient ouverts, mais son expression changeait. Quelque chose se brisait en lui, sans se rompre tout à fait. Enfin, il murmura, non aux autres, non à la docteure, même pas à lui-même, mais à Claire. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. Le rapport fut rédigé ce soir-là. James Rowe tapa chaque mot avec la patience de quelqu'un qui remet des os en place. La docteure Bishop confirma, la cause du décès ne pouvait pas être un accident de voiture. Claire Dawson avait été placée dans le cercueil vivante. Les griffures, les ecchymoses au poignet, les résidus d'adhésif sous ses ongles racontaient l'histoire que le dossier avait tenté de faire taire. Maria lut le rapport dans sa cuisine, la lumière au plafond bourdonnant faiblement. Elle se versa un verre d'eau et pleura sans bruit. Ce n'étaient pas des larmes spectaculaires. C'étaient des larmes fatiguées, longtemps retenues, le genre de pleurs qui surviennent quand on sait qu'on a contribué à prolonger quelque chose de terrible plus longtemps que nécessaire. Quand elle eut fini, elle plia le rapport, le glissa dans une enveloppe et l'adressa au procureur, division des décès non résolus. Elle s'arrêta avant de sceller l'enveloppe, puis ajouta, d'une écriture soignée, pour Kevin Dawson, parce que les morts méritent la dignité de la vérité. Ce soir-là, Ethan conduisit jusqu'à l'orphelinat. Kevin était assis sur les marches, carnet de croquis en main, dessinant un arbre dont les racines descendaient dans un espace en forme de cœur sous la terre. Ethan s'assit à côté de lui sans parler. « Je ne rêve plus d'elle, » dit Kevin au bout d'un moment. « C'est une bonne chose ?» demanda Ethan. Kevin leva les yeux vers le ciel. « C'est une chose triste mais plus paisible. Ça ne fait plus mal de la même façon. » Ethan regarda le crayon du garçon courir sur la page. « On a trouvé quelque chose aujourd'hui. » Kevin ne cessa pas de dessiner. « Je sais. » Ethan le regarda. « Elle s'est battue, » dit Kevin. « Je savais qu'elle le ferait. C'est pour ça que je venais à la tombe. Pas parce qu'elle était encore vivante, mais parce qu'elle n'avait pas abandonné. » Ils restèrent silencieux de nouveau côte à côte. Ethan plongea la main dans son manteau et tendit à Kevin une feuille pliée. « Qu'est-ce que c'est ?» Son rapport, la vérité, la partie qu'ils ont essayé d'enterrer. Kevin la déplia lentement, ses yeux parcourant la page, ses lèvres bougeant légèrement pendant qu'il lisait, puis il s'arrêta. Après un moment, il dit « Je peux le garder ? C'est à toi. » Kevin le plia soigneusement et le glissa derrière son dessin. Elle n'a rien pu laisser, pas d'affaires, pas de maison, même pas une voix. Il fit une pause. Mais ça c'est comme une voix. Ethan sourit doucement. Elle à toi. Kevin leva les yeux vers lui, des yeux trop vieux pour son âge. Tu crois qu'elle savait que je reviendrais encore et encore ? Je crois qu'elle espérait que quelqu'un le ferait. Kevin se blottit contre lui, et l'homme posa son bras sur l'épaule du garçon, non comme un simple geste, mais comme une promesse. Pas de presse, pas de tribunal, pas de discours de victoire, juste la présence. Et pour la première fois, Ethan ne se sentit pas comme un homme venu sauver un enfant, mais comme un fils répondant à l'appel d'une mère qui n'avait jamais cessé de se battre, même dans le silence. Le matin où la vérité éclata, le ciel était clair. Pas de tonnerre, pas de musique grandiose, juste la lumière du soleil, celle qui se répand doucement, sans s'excuser, jusque dans les coins les plus froids de la ville. Voilà comment cela se passa. Non dans un cri, mais dans un murmure qu'on ne pouvait plus ignorer. Ethan se tenait sur la place de la ville, aux côtés de l'agent James Rowe, le dossier à la main comme une confession fragile. Derrière lui, Maria Grayson remettait le col de son manteau en place, le menton légèrement relevé pour ne pas trembler. La docteure Bishop était là aussi, droite, dans une défiance silencieuse. Et sur le côté, là où les caméras ne pouvaient pas bien le voir, Kevin serrait la main d'Ethan, ses petits doigts agrippés avec une résolution discrète. Walter Grayson était déjà sur l'estrade, sa voix bien rodée, ses gestes calculés. Un slogan de campagne flottait derrière lui. L'intégrité dans le leadership, pouvait-on lire. Il était en plein discours, parlant de rétablir la confiance, quand Ethan s'avança.
« Excusez-moi de vous interrompre, dit Ethan. Pas fort, mais le micro l'amplifia. Les yeux de Walter se plissèrent, et l'espace d'un instant, il eut l'air d'un homme voyant la marée tourner et réalisant que sa maison était bâtie sur du sable. « Monsieur Langley, dit-il, le sourire se fissurant. « Ce n'est pas le moment. »« C'est exactement le moment, répondit Ethan. Il se tourna vers la foule. Elles n'étaient pas nombreuses, peut-être 70 personnes, venues surtout pour le café gratuit et quelques badges de campagne. Mais maintenant, elles étaient silencieuses, penchées vers lui. « Je ne comptais pas parler, poursuivit Ethan, mais quelqu'un doit le faire. » Il leva le dossier. Il y a 2 mois, un petit garçon de 6 ans venait chaque semaine sur la tombe de sa mère et disait à qui voulait bien l'entendre qu'elle n'avait pas sa place là, que quelque chose n'allait pas. Personne ne l'a cru. Il s'arrêta. La main de Kevin se serra plus fort. J'ai rencontré ce garçon. Je l'ai écouté. J'ai suivi la piste qu'il laissait avec ses larmes. Et ce que nous avons trouvé, sa voix trembla, mais il resta ferme. Ce que nous avons trouvé, c'est une femme enterrée vivante. Une infirmière nommée Claire Dawson. Une mère. Une femme qui disait la vérité. Un murmure parcourut la foule. Ethan ouvrit le dossier et se mit à lire. Les conclusions de l'autopsie, les ordres de ne pas réanimer falsifiés, la déclaration notariée de Maria, la photo du bouquet retrouvé à la poubelle. Il les lut comme des écritures. Quand il eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements, juste le silence. Celui qui tombe quand quelque chose de lourd s'est enfin posé. Puis vinrent les questions, d'abord basses, puis plus pressantes. Est-ce vrai? Qui a signé ces papiers? Pourquoi personne n'a rien dit? Walter s'avança, rajustant sa cravate. C'est un malheureux malentendu, dit-il, sa voix glissant dans un ton froid et saccadé, un effort pour politiser un chagrin personnel. Nous pleurons tous différemment. Non, dit Maria doucement. Walter se tourna. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. J'ai lu le mémo. Tu l'as signé. Le vent souleva ses cheveux, les rejetant doucement en arrière. Tu m'as dit un jour que certaines personnes n'étaient pas faites pour durer dans des systèmes qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Mais Claire ne voulait pas le contrôle. Elle voulait seulement protéger ses patients. Tu l'as détruite pour ça. La mâchoire de Walter se crispa. Maria, je t'avais pardonné avant même de savoir ce que je pardonnais, dit-elle. Mais je ne le ferai plus. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de jugement, de mémoire, des 1000 petites trahisons que les gens tolèrent jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Puis quelqu'un au fond lança « Vérifiez les autres décès ». Et une autre voix « Combien d'autres ?» Walter ouvrit la bouche, mais plus rien ne sortit. L'agent Rowe s'avança. « Monsieur Grayson, il va falloir nous suivre. » Ce ne fut pas une arrestation spectaculaire, pas de menottes, juste un homme qui descendait lentement d'une scène qu'il n'aurait jamais dû occuper. En passant devant Ethan et Kevin, il regarda le garçon. Il y eut une lueur de quelque chose dans son regard. Ni remords, ni peur. Quelque chose de plus froid. « Tu ne sais pas ce que tu as déclenché, » dit-il. Kevin leva les yeux vers lui, le regard ferme. « Je n'ai rien déclenché, » dit-il doucement. « C'est toi. Moi, je n'ai fait que ne pas laisser ça caché. » Walter resta un instant interdit, puis tourna les talons. La place commença à se vider. Les conversations éclatèrent, urgentes, confuses, déterminées. Mais Ethan resta immobile, observant Kevin qui traçait du pied une fissure dans le béton. « Elle était courageuse, dit Kevin. Elle n'a pas crié, elle a juste essayé de tenir. » Ethan s'agenouilla près de lui. « Tu as été courageux toi aussi. » Kevin secoua la tête. « Non, j'ai juste été bruyant. C'est pas pareil. » Il réfléchit, puis sourit. « Enfin, peut-être que si. » De l'autre côté de la place, Maria les observait. Ses yeux étaient humides, mais sa colonne droite. Pour la première fois depuis des années, elle ne gardait plus les secrets de personne, pas même les siens. Elle s'avança et s'agenouilla près de Kevin. « Ta maman a aidé la mienne un jour, dit-elle. Elle est restée avec elle 1 heure après sa garde. Elle n'y était pas obligée, mais elle disait que personne ne devrait mourir en se sentant seul. » Kevin la regarda. « Elle n'est pas morte seule. » Maria sourit. Non, elle ne l'était pas. Ils restèrent là, tous les 3, femmes, hommes, enfants, chacun portant un morceau de l'histoire de Claire, et aucun d'eux ne la portait seul désormais. Plus tard, cette nuit-là au cimetière,
Quelqu'un posa une nouvelle pierre tombale, simple, lisse, placée à côté de celle qui avait été trop ordinaire. Il était écrit « Claire Dawson, mère, infirmière, porteuse de vérité. Elle n'a pas crié, elle a juste tenu. » À côté, une petite boîte en bois était glissée dans l'herbe. À l'intérieur, le dessin de Kevin, un arbre dont les racines enlaçaient doucement un cœur sous la terre et un mot plié, écrit d'une écriture d'enfant appliquée. « Maman, je t'ai entendu. » Maintenant, eux aussi. La cellule était propre, silencieuse, trop silencieuse pour un homme comme Walter Grayson. Les murs étaient pâles, la lumière au plafond vacillait, comme si elle hésitait à rester allumée. Il était assis au bord d'un étroit lit de camp, les mains posées sur les genoux, comme s'il attendait encore que quelqu'un ouvre la porte. Et il expliqua que tout cela n'avait été qu'un malentendu. Personne n'était venu. Le silence n'était pas une punition, c'était une réflexion. Et dans cette réflexion, tout ce que Walter avait passé sa vie à construire lui revenait, non comme des triomphes, mais comme des ombres. Des noms sans chaleur, des applaudissements sans signification, un pouvoir qui disparaissait au moment même où les gros titres changeaient. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus qu'un homme assis sur une chaise. Pas de pupitre, pas d'épouse à ses côtés, pas de bannière de fondation derrière son dos, seulement des échos. L'inspectrice Janice Holloway était celle chargée de recueillir sa déclaration. La cinquantaine bien entamée, des mèches argentées tirées en un chignon strict. Elle n'adoucit pas sa voix, elle ne se précipita pas. Elle posa le dossier sur la table métallique et tapa 2 fois avec son stylo. « Vous saviez, dit-elle. » Walter regarda ses mains. « Vous n'avez pas pris ces décisions dans la panique, continua-t-elle. Elles étaient calculées. Les faux documents, les pressions sur le médecin légiste, les paiements, les emails que vous avez effacés et ceux que votre femme a conservés. » Walter ne broncha pas. « Je veux comprendre quelque chose, » dit Holloway. « Pas pour mon rapport, pour moi. Pourquoi elle? Pourquoi Claire ?» Walter leva enfin les yeux. Sa voix était sèche. Elle posait trop de questions. « C'est ce que font les infirmières, » dit Holloway. « Elles posent des questions quand quelque chose ne va pas. » Il fixa un point derrière elle. « Elle m'a regardé, dit-il, la nuit où elle a disparu. Elle ne m'a pas accusé. Elle n'a pas crié. Elle s'est juste contentée de me regarder, comme si elle voyait à travers moi, comme si elle savait déjà ce que j'avais fait. » « Et savait-elle » demanda Holloway. Il ne répondit pas. Elle fit glisser une photo sur la table. La nouvelle pierre tombale de Claire, celle que la ville avait placée à côté de la tombe qui l'avait trahie. Walter la fixa. Sa bouche se crispa. « Ils vont faire d'elle quelque chose qu'elle n'était pas, » dit-il doucement. « Non, » répondit Holloway. « Ils se souviendront d'elle pour ce qu'elle était, et de vous pour ce que vous avez tenté de faire, la faire disparaître. » Ses doigts se refermèrent lentement en poing. « Vous ne savez pas ce que cette ville fait aux hommes qui chutent. » Elle le regarda dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais ce qu'elle fait aux femmes qui tiennent debout. Maria est venue une fois. Elle ne portait pas de noir. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout derrière la vitre, les bras croisés et le cœur tremblant. Walter prit le combiné. Maria hésita, puis prit le sien. Elle ne dit rien. Il s'éclaircit la gorge. « Tu es venu. » Sa voix était un fil. « Je voulais voir ton visage. Pas celui que tu portais au gala. Le vrai. » Le sourire de Walter fut amer. « Déçu ? » ?»« Non, dit-elle. Pas surprise non plus. C'est ça la tragédie, n'est-ce pas ?» Il détourna le regard. « J'ai tout construit pour nous. »« Tu l'as construit pour toi, répondit-elle. Tu m'as juste emmené pour la vue. » Il ferma les yeux. « Tu me détestes. » Les yeux de Maria s'adoucirent, mais sans pitié. « Non, dit-elle. Je te plains, parce qu'à un moment donné, tu as cru que tu méritais d'être intouchable. » Elle se leva. « Et maintenant tu l'es. Juste pas de la manière que tu espérais. » Il ne la regarda pas partir, mais il sentit la pièce rétrécir. Le procès fut rapide, les preuves irréfutables, emails, enregistrements, témoignages. La ville qui autrefois applaudissait Walter en levant des verres, le regardait désormais derrière des journaux et des volets clos. La sentence fut prononcée un matin gris, le genre qui fait penser à la pluie même quand elle ne tombe pas. Ethan était là, Kevin aussi. Il s'assit au fond, les petites mains jointes, le regard fixe. Quand Walter se leva pour parler, la salle se tut.
Il s'éclaircit la gorge. Son costume ne lui allait plus comme avant. Sa voix, quoique toujours douce, se brisait sur les bords. « Je n'attends pas de pardon, dit-il. Je demande seulement qu'on se souvienne que je n'ai pas toujours été cela. » Ethan se leva. « Tu n'es pas né comme ça, dit-il. Peut-être, mais tu l'as choisi. Chaque dissimulation, chaque signature, chaque fois que tu as vu quelqu'un de plus faible et décidé qu'il était jetable. » Walter regarda le garçon à côté de lui. « Tu as transformé un enfant en adversaire. » Kevin ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le marteau du juge tomba. 27 ans sans libération conditionnelle pendant les 12 premières. Walter cligna des yeux une fois, puis baissa la tête. Dehors, devant le tribunal, le soleil perça enfin. Ethan et Kevin marchèrent jusqu'aux marches où ils avaient autrefois laissé un sac en papier, là où le premier dessin avait été trouvé. Kevin s'assit. « C'est fini ?» demanda-t-il. Ethan inspira. « Le pire est passé. Le reste prendra du temps. » Kevin hocha lentement la tête. Il semblait triste. Ethan inclina la tête. « Walter ?»« Oui, » dit Kevin. « Pas désolé. Juste vide. » Ethan passa un bras autour de ses épaules. Certains portent le poids de ce qu'ils ont fait, d'autres le poids de ce qu'ils ont refusé d'être. Kevin leva les yeux. « Et toi ?» Ethan sourit. « J'essaie de n'être ni l'un ni l'autre. J'essaie juste d'être là. » Le garçon se blottit contre lui. En arrière-plan, des gens passaient. Certains remarquaient, la plupart non. Mais dans ce petit coin du monde, 2 vies avaient changé de forme. Pas par vengeance, pas par victoire, mais par une vérité dite, vécue et entendue. La pièce était petite, en béton, stérile, conçue pour contenir ce que personne ne voulait voir. Walter Grayson était assis seul, face à une table en acier. Ses mains étaient encore fortes, mais elles avaient cessé de saisir les choses avec certitude. Il fixait le sol, non par honte, mais parce qu'il n'y avait plus rien vers quoi lever les yeux. La porte s'ouvrit. Des pas doux, mesurés. Ethan entra. Pas de garde, pas de bruit, juste eux deux. Comme cela aurait toujours dû être, loin des micros, loin d'une salle d'audience, loin des discours bien huilés qu'ils avaient portés comme une seconde peau. Walter ne leva pas la tête. « Je savais que tu viendrais, dit-il. »« J'ai failli ne pas venir, répondit Ethan. Mais il y a une chose que je devais dire, et une chose que je devais entendre. » Walter expira lentement. « Tu as eu ce que tu voulais. » Ethan s'approcha. « Non, je ne voulais pas que tu sois derrière les barreaux. Je voulais que Claire rentre chez elle, auprès de son fils. Mais je ne pouvais pas lui donner ça. Alors je lui ai donné la vérité. » Walter leva enfin les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang, fatigués d'une fatigue qu'Ethan reconnut, non celle du manque de sommeil, mais celle d'une vie effondrée sous son propre poids. « C'était une bonne infirmière, dit Walter doucement. Trop bonne. » Ethan s'assit en face de lui. « C'est ta confession ?»« Non, dit Walter. C'est mon regret. » Ethan se pencha en avant. « Alors dis la vérité, toute la vérité. Pas parce que ça te libérera, mais parce que quelqu'un, quelque part, petit et effrayé, qui apprend encore à faire confiance, a besoin de savoir à quoi ressemble la justice quand elle est dite par celui qui l'a brisée. » Walter cligna des yeux. Puis enfin, il commença. « Elle est venue me voir, dit-il. Pas avec des menaces, pas avec des exigences. Juste avec ses notes, son petit carnet à spirale. Elle a dit « Je crois que quelqu'un fait des erreurs et que ça blesse des gens. » Il rit une fois, amer et doucement. « Des erreurs. » C'est comme ça qu'elle appelait ça. Elle n'avait aucune idée. « Elle avait toute idée, » corrigea doucement Ethan. « Elle a juste choisi de ne pas s'en servir comme arme. » Walter se frotta le front. « Je pensais que si je la payais, elle reculerait. Mais elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait de la responsabilité. C'est là que j'ai su. » « Su quoi ? Qu'elle ne s'arrêterait pas, et que si elle ne s'arrêtait pas, d'autres pourraient commencer. Tout pourrait s'effondrer. »« Alors tu l'as enterrée, dit Ethan. » Walter tressaillit. « Je ne voulais pas la tuer. Tu voulais la réduire au silence. » Walter hocha la tête. Elle n'était pas censée se réveiller. Le silence remplit la pièce comme une marée. Ethan baissa les yeux vers ses mains. Elle a griffé l'intérieur de ce cercueil. Tu le savais ? Les yeux de Walter se remplirent, non de pitié, mais de la douleur brute des conséquences. Elle était encore en vie, dit Ethan, la voix fine mais ferme. Et tu savais qu'elle pouvait l'être. Tu n'as juste pas attendu assez longtemps pour en être sûr. Walter chuchota.
Je n'ai pas attendu du tout. Ethan ferma les yeux. Voilà, pas une rédemption, pas des excuses, juste la vérité. Nue, meurtrie et trop tardive. Walter se passa la main sur le visage comme si le geste pouvait effacer les souvenirs. Je l'entends parfois la nuit, murmura-t-il. Pas crier, juste respirer. Ethan le regarda. Elle ne criait pas, elle s'accrochait. Le silence retomba lourd. Walter laissa ce constat s'installer dans sa poitrine. J'ai tout détruit, dit-il, la voix brisée. Ethan se redressa. Non, tu n'as pas tout détruit, juste ce qui aurait pu compter. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta, puis se retourna. Je ne suis pas venu pour te pardonner. Ce n'est pas à moi de le faire. Je suis venu pour te dire une chose. Elle a gagné. Walter cligna des yeux. Ethan poursuivit. Chaque fois que son fils rit, elle gagne. Chaque fois que quelqu'un prononce son nom avec respect, elle gagne. Tu ne l'as pas effacé. Tu l'as rendu inoubliable. Ethan fouilla dans la poche de son manteau et déposa un dessin sur la table. Un arbre aux racines enlacées autour d'un cœur. Walter baissa les yeux, sa main hésita avant de la poser sur le papier. Il resta un moment figé. Ethan ouvrit la porte à moitié, se retourna. Tu disais qu'elle posait trop de questions. C'était pas le problème, dit-il. Le problème, dit Ethan, c'est que tu avais trop de réponses, et aucune honnête. Il laissa la porte ouverte. Pour la première fois, Walter Grayson ne se précipita pas pour la refermer. Il resta là, le dessin sous ses doigts, laissant le silence lui répondre. Épilogue. La maison comportait 2 chambres, une balançoire accrochée à un arbre et un porche orienté à l'ouest, où le ciel semblait toujours s'adoucir avant la tombée de la nuit. Ethan l'avait trouvée après le procès, cachée dans une rue tranquille, imprégnée de l'odeur du chèvrefeuille au printemps. Elle n'était pas grande, mais elle n'avait besoin que de se sentir sûre. 2 semaines plus tard, Kevin y emménagea, avec une seule valise, un carnet de croquis et un ours en peluche désormais sans nom, mais riche de souvenirs. Il ne l'appelait pas encore papa, mais il ne retirait plus la main quand Ethan la prenait. C'était déjà un début. Chaque matin, ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, pancakes le dimanche, toast et fruits en semaine. Kevin insista toujours pour couper lui-même les fraises, même si elles étaient inégales. Ma mère disait, c'est bien si elles sont un peu désordonnées, c'est comme ça que les meilleures ont le goût. Ethan sourit, hocha la tête. Il apprenait à laisser place au silence, celui qui ne brûle pas, mais permet au souvenir de prendre doucement place. Parfois, la guérison ressemblait à une cuisine silencieuse, un couteau tranchant et un garçon se rappelant des fraises. Il se rendait au cimetière chaque semaine, non pas parce que Kevin en avait besoin, mais parce qu'il voulait que la mère sache qu'il allait bien. Il apportait toujours un objet différent, un pomme de pin, un dessin, un ruban, parfois une note si petite qu'Ethan ne pouvait la lire. Il le voyait presser la note contre la pierre tombale, comme un secret échangé entre 2 mondes. Un jour, Kevin s'assit devant la pierre et dit « Je ne rêve plus d'elle comme avant ». Ethan le questionna « Ça te rend triste ?» Kevin réfléchit un instant « Je crois qu'elle rêve de moi maintenant ». À l'école, Kevin s'était mis à dessiner non seulement des cœurs, des étoiles, mais des forêts entières, des maisons de lumière. Sa maîtresse appela Ethan, il est discret mais gentil, et l'autre semaine un enfant pleurait. Kevin s'est assis à côté de lui pendant 20 minutes, sans dire un mot, juste là. Ethan souriait au téléphone. Ça ressemble à sa mère. Au printemps, le porche se couvrit de pots où poussaient les plantations. Ethan montra à Kevin comment enlever doucement les feuilles mortes, comment tout ce qui semblait perdu n'est pas nécessairement perdu. Il parlait davantage, pas seulement du passé, mais de ce qui les attendait. Un soir, Kevin demanda « Est-ce que je peux être différent ici ?» Ethan posa le râteau et répondit « Différent de quoi ? Du garçon qui a tout perdu. » Ethan posa les mains sur son tablier. « Tu n'as pas à cesser d'être lui. Tu as juste le droit de grandir en gardant ce que tu es. » Kevin hocha la tête, lentement, comme un arbre avec une cicatrice. Un soir, en rangeant la vaisselle, Ethan trouva un petit papier plié sur le comptoir. C'était l'écriture de Kevin, et il disait « Tu n'as pas à avoir peur que je parte. Je sais que tu ne partiras pas. Nous sommes restés tous les 2. » Ethan s'assit, le regarda longuement, puis le rangea dans le tiroir du haut, à côté de la vieille montre de sa mère et du faire-part de Claire.
celui qui l'avait réécrit, commençant non par comment elle est morte, mais comment elle a vécu. Parfois, au crépuscule, Ethan s'asseyait sur le porche, une tasse de café à la main, et regardait Kevin se balancer sous le chêne. Ses cheveux emmêlés par le vent, son rire s'élevant comme quelque chose de retrouvé. Les voisins passaient, saluaient, certains connaissaient leur histoire, la plupart non. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car parfois, les vies les plus extraordinaires sont tissées dans l'ordinaire. De petites mains, la grâce silencieuse et la façon dont deux personnes peuvent reconstruire sans jamais devoir dire « je suis brisé ». Ils continuent simplement à être là, ensemble. Une nuit, alors que le soleil se couchait lentement, teintant les lattes du parquet d'un miel tranquille, Kevin vint dans la chambre d'Ethan avec une couverture. « Puis-je dormir ici ce soir ?» demanda-t-il. Ethan ouvrit les couvertures. « Bien sûr. » Ils se couchèrent dans le silence doux du soir, côte à côte, le ventilateur tournant doucement au-dessus. Après un long instant, Kevin murmura « Tu penses qu'elle aimerait ici ?» La voix d'Ethan se brisa. « Je crois qu'elle se sentirait en paix ici. » Kevin hocha la tête doucement. Un peu plus tard, il se retourna et murmura, si doucement qu'Ethan crut avoir rêvé. « Bonne nuit, papa. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il tendit la main, la glissa sous la couverture, prit la petite main du garçon. Ils la maintinrent comme quelque chose de sacré et laissèrent le silence parler. Tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce qu'ils avaient trouvé,